En France, en plein centre de Paris, se dresse le Palais du Louvre, le plus grand musée du monde, visité par plus de 10 millions de personnes chaque année. Cet immense édifice occupe une superficie totale de 243 000 m², l'équivalent de 18 stades de France, soit le plus vaste ensemble architectural du pays. Le Louvre est un palais qui n'a pas beaucoup d'équivalent ailleurs en Europe et dans le monde. Connu aujourd'hui dans le monde entier pour sa pyramide, une structure monumentale de verre et d'acier qui culmine à 21 mètres de hauteur, le Louvre est depuis le début de sa construction le berceau de défis technologiques exceptionnels. Le palais, finalement, est la première œuvre d'art qui est présentée aux visiteurs quand il arrive sur le site. 8 siècles d'innovations architecturales qui ont permis de métamorphoser une simple demeure royale en plus grand musée de la planète. On a pris les meilleurs architectes, on a pris les meilleures pierres et on a mis des sommes pharaoniques pour construire ce monument. Le Louvre est un des monuments les plus célèbres du monde, mais c'est aussi un des plus mystérieux, car il n'a pas encore révélé tous ses secrets de construction. Le Louvre peut paraître un palais très bien connu, ça ne veut pas dire qu'on le regarde vraiment. Il y a toujours énormément de choses à découvrir. En scrutant le palais de l'échelle satellitaire à l'échelle moléculaire, les scientifiques ont désormais les moyens de sonder le Louvre comme jamais auparavant. On arrive à faire parler le cœur du bâtiment, mais en se basant sur des moyens qui nous permettent d'accéder à l'infiniment petit et de faire parler la matière et ce qu'elle a de plus intime. Du drone technique qui va survoler pour la première fois la pyramide. On fait des vols qui sont extrêmement proches de la pyramide, là on vole à 3 mètres, c'est quelque chose d'assez compliqué. Au relevé laser 3D des bâtiments. Ça se joue au millième de degré. Les experts d'aujourd'hui nous dévoilent ce qui se cache derrière les structures monumentales du Louvre, complètement invisibles à l'œil nu. Les nouvelles technologies révéleront nécessairement des réponses et des secrets. Des technologies qui permettent de dévoiler les mystères de la construction du Louvre et de révéler tout le génie des architectes français. À commencer par cette incroyable perspective qui relie le musée au plus grand monument de Paris. Ça paraît difficile à imaginer, mais cette traversée du regard n'était pas possible autrefois. Comment les bâtisseurs ont-ils construit sur près de 800 ans un des plus grands palais du monde en plein cœur de Paris? Quelle technique de construction, invisible à l'œil nu, se cache dans les structures monumentales du palais? Quels progrès techniques ont permis aux ingénieurs de creuser à plus de 15 mètres de profondeur sous le bâtiment qui abrite parmi les plus beaux trésors de l'humanité? Creuser aussi proche des collections et d'une œuvre aussi importante que la Joconde, c'était complètement fou. Science, technique, construction monumentale. Scruté comme jamais auparavant, le palais du Louvre se révèle enfin à toutes les échelles. Le Louvre, c'est un chef-d'œuvre architectural en plein cœur de Paris. Un des plus grands palais du monde qui occupe une grande partie du premier arrondissement de la capitale. Comment un si grand bâtiment a-t-il pu voir le jour au centre d'une des cités les plus densément peuplées du monde? Aujourd'hui, les images satellites permettent de visualiser dans sa totalité le plan démesuré du monument. Le domaine du Louvre et des Tuileries occupe une surface de 42 hectares, l'équivalent de 40 terrains de football en plein centre-ville. Alors comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils réussi en 8 siècles d'évolution à édifier l'un des plus grands palais de la planète? Pour comprendre comment cette structure monumentale a pu voir le jour, il faut remonter aux sources du monument pour tenter de percer le mystère de ses origines. Le tout premier Louvre, il n'existe plus aujourd'hui en surface, il faut donc descendre dans les profondeurs en quelque sorte pour le découvrir. À quelques mètres de profondeur sous le monument, des fondations en pierre de taille datant du XIIe siècle ont été mises à jour il y a quelques années. Des maçonneries exceptionnelles du Moyen-Âge qui témoignent du tout premier bâtiment du Louvre. Voici le cœur de la forteresse médiévale du Louvre. Nous sommes ici dans les fossés du donjon, des fossés qui étaient secs et dallés et qui entouraient donc l'imposant donjon central de la cour qui faisait donc 15 mètres de diamètre. Ces découvertes archéologiques éclairent les chercheurs sur les premiers plans du Louvre. Grâce à la modélisation 3D, on peut découvrir à quoi ressemblait le bâtiment au Moyen-Âge. La forteresse est un bâtiment militaire carré de 80 mètres de côté. Les murailles sont défendues par des tours circulaires
Et en son centre s'élève un donjon, haut de 30 mètres, symbole du pouvoir royal. Les fondations découvertes correspondent donc à un château fort construit il y a 800 ans par le roi de France Philippe Auguste. Ce qui est surprenant, c'est que l'on retrouve les mêmes forteresses avec un plan identique et un principe de construction similaire dans différentes villes à travers la France. C'est vraiment la mise en œuvre d'une nouvelle typologie de châteaux qu'on appelle philippiens, comme Philippe Auguste. Et il y aura jusqu'à une vingtaine de châteaux qui vont copier, parfois avec des variantes, mais copier cette typologie du Louvre. Mais pourquoi de si nombreux châteaux forts en France ont-ils recopié à l'identique le château du Louvre? Il faut descendre à l'échelle macroscopique pour trouver des éléments de réponse. Les géologues veulent déterminer avec certitude la provenance de ces pierres de construction. C'est tout à fait typique de la pierre de l'époque, c'est-à-dire que c'est la pierre de Paris qui est hétérogène. On voit des lits de fossiles marins ici, vous voyez. On est tout à fait dans les pierres qui ont été extraites dans les carrières qui étaient situées dans le 13e arrondissement de Paris. La vue macroscopique permet aussi d'observer de nombreuses marques avec des formes différentes. Des gravures de croix, des triangles ou encore des cœurs s'observent sur toute la maçonnerie. Ces cœurs gravés sont des marques gravées par les tailleurs de pierre dans les carrières lors de la fabrication des blocs, avant leur acheminement vers le Louvre et leur installation sur le chantier. Le but était pour le tailleur de pierre de pouvoir être rétribué au bloc de pierre réalisé. Et l'ensemble de cette procédure prouve aussi la standardisation du chantier du Louvre. Ces marques montrent la volonté des bâtisseurs d'optimiser toutes les étapes de construction d'un château fort monumental d'une superficie de 6000 m². Le chantier est gigantesque pour cette fin du XIIe siècle. Et pour la première fois en France, les ingénieurs du roi Philippe Auguste vont concevoir une méthode de construction reproductible à l'infini. Leur idée a probablement été de définir un certain nombre de structures types. Il y a surtout une très grande attention qui est accordée à l'organisation du chantier, de manière à essayer de rentabiliser cette organisation de chantier. Le premier Louvre a ainsi pu être construit en 10 ans, une prouesse pour cette période du Moyen-Âge. Dès les origines de sa construction, le Louvre est donc une forteresse aux dimensions impressionnantes. Il sert de modèle pour les autres châteaux forts du roi, mais on est encore très loin de la surface du Louvre actuel. Grâce à l'échelle satellitaire, on peut comparer la taille de l'ancien château fort au Louvre actuel. Le château du Louvre au Moyen-Âge faisait seulement un quart de l'une des cours du Louvre actuel, la cour carrée. Comment et pourquoi passer de l'imposante forteresse du Moyen-Âge à l'un des plus grands palais jamais construits? La première étape de cette métamorphose a été de transformer le château défensif en un lieu de résidence pour les rois. La grande évolution, c'est le moment où on va décider de détruire, morceau par morceau, le Louvre du Moyen-Âge pour créer une demeure véritablement moderne. Et ça, c'est l'œuvre de la Renaissance au milieu du XVIe siècle. L'aile Lescaut est aujourd'hui le seul édifice de cette période encore en place au Louvre. Mais à première vue, lorsqu'on se promène dans les allées du Louvre, rien ne permet de différencier les périodes de construction. Nous sommes ici dans la cour carrée. Sous nos pieds, il y a les restes du château médiéval de Philippe Auguste. Et nous avons les constructions de la Renaissance pour l'aile Lescaut. Lorsqu'on passe à l'échelle macroscopique, l'observation des maçonneries révèle les techniques de construction employées à la Renaissance. Donc c'est de la pierre de Paris avec un grain fin, elle est dure, elle est résistante et donc on va l'utiliser préférentiellement pour les bases de murs, les bases de maçonnerie. On voit ici la pierre de Paris jusqu'ici et au-dessus on a une pierre de l'Oise qui a un grain plus grossier, qui est plus jaunâtre. Donc c'est un calcaire marin qui a le même âge mais qui est plus grossier et donc qui est un calcaire ferme et qui va constituer l'essentiel de la maçonnerie de l'aile Lescaut. Ce principe de maçonnerie de l'époque Renaissance se retrouvera ensuite dans toutes les étapes de la construction du palais. La pierre dure, pierre de Paris, est spécifiquement utilisée pour les bases des murs et des fenêtres, les parties soumises aux intempéries. La pierre de l'Oise, plus tendre, va constituer l'essentiel du volume des bâtiments du palais. La résidence royale, bien qu'améliorée, fait encore la même taille que le château fort des débuts.
Alors comment est-on passé d'un château de 6000 mètres carrés à un bâtiment 20 fois plus grand aujourd'hui? Pourquoi et comment cette résidence royale est devenue le plus grand palais de la planète? Ce qu'on ne sait pas, c'est que le destin du Louvre est lié à un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut faire appel à la technologie radar pour retrouver les vestiges de cet édifice. Thibaut Sévenet est opérateur radar. Nous sommes à l'extrémité ouest de l'édifice. Il ausculte aujourd'hui le sous-sol d'une partie des jardins des Tuileries grâce à une technologie radar géostatique. Alors là, nous sommes en train de réaliser des mesures géoradar qui nous permettent, en utilisant un appareil qui envoie des ondes électromagnétiques dans le sol, d'analyser tout ce qu'il y a dans le sous-sol jusqu'à une profondeur de 3 ou 4 mètres. Une antenne émet un champ magnétique dans le sol et un récepteur enregistre le signal émis en réponse. On cherche à détecter des vestiges dans la zone qui est ici de l'ancien palais des Tuileries qui potentiellement pourrait rester dans les 2-3 premiers mètres de profondeur. Quand on fait une recherche archéologique sur un monument qui a juste quelques siècles, on peut espérer trouver des fondations, mais également éventuellement des caves vides avec encore un espace qui aurait été recouverte. Très vite, le radar repère des vestiges importants à plusieurs mètres de profondeur. Des fondations situées entre les deux ailes du palais du Louvre, sur près de 250 mètres. L'image satellite permet de détecter les contours de cet ancien palais, aujourd'hui disparu. Il s'agit du palais des Tuileries, voulu par la reine-mère Catherine de Médicis en 1564 pour son usage personnel. Elle décide de construire son logis à 500 mètres à l'ouest du château du Louvre, à la périphérie de Paris, en pleine campagne à l'époque. En fait, il faut imaginer que le Louvre et les Tuileries étaient deux palais complètement indépendants au départ, qui n'avaient pas grand-chose à se raconter l'un l'autre, jusqu'à ce que le roi Henri IV décide de relier les deux palais par une grande galerie, tout le long de la Seine. Donc, d'un côté, nous avons la résidence royale du Louvre, et de l'autre, le château construit par la mère du roi. C'est donc la volonté d'un monarque, Henri IV, il y a plus de 400 ans, de relier ces deux châteaux, qui va transfigurer tout un quartier de Paris, avec un seul but, construire le plus grand palais d'Europe de cette fin du XVIe siècle. C'est ce qu'on appelle le grand dessin, donc un projet extrêmement ambitieux, mais aussi un projet très difficile à réaliser, parce qu'entre les deux palais, il y a tout un morceau de ville qu'il faut réussir à détruire, à évacuer. La Grande Galerie, un édifice de 460 mètres de long et 13 de large, est donc construit pour relier les deux palais. Un chantier démesuré qui n'a pas d'équivalent à l'époque. Cette construction augmente la surface du Louvre. Les dimensions sont exceptionnelles. Lorsqu'on est au pied du monument, il est presque impossible d'en voir le bout. Les rois n'ont eu de cesse ensuite de réussir à donner une cohérence à cet ensemble, à ce domaine, et à ce grand bras qui s'élance le long de la Seine. C'est finalement Napoléon qui lance l'idée ensuite du deuxième bras qui va longer la rue de Rivoli, qui l'édifie lui-même et qui sera fini par Napoléon III. Pendant 2 siècles, le Louvre ne cesse de grandir. Le gigantisme du projet demande des ressources humaines et financières exceptionnelles. Mais comment approvisionner en pierre un chantier d'une telle ampleur? Les carrières de Paris et de l'Oise ne sont plus suffisantes pour les travaux. La demande en pierre est énorme et donc on va solliciter des centres carriers de plus en plus éloignés. La pierre est transportée préférentiellement par voie fluviale. À partir de l'avènement du chemin de fer, tout change. Les transports de la pierre peuvent provenir de centres carriers éloignés de fleuves ou de rivières. Et donc toute la pierre de France peut arriver à Paris sans problème. En 1870, le palais du Louvre est enfin terminé. Il est à l'époque le plus grand bâtiment de France avec une surface de 135 000 m² en plein cœur de la capitale. Le Louvre, c'est une construction donc, de très longue durée qui s'échelonne sur quasiment 800 ans. C'est une situation qui n'a pas vraiment d'équivalent dans un autre bâtiment en Europe. C'est une graine qui n'a cessé de pousser du fait de la volonté des différents souverains puis des empereurs qui se sont succédés à la tête de l'État français. Et finalement, représente le patrimoine que l'on connaît aujourd'hui depuis la fin du XIXe siècle. Grâce à la construction du palais des Tuileries, aujourd'hui disparu, le premier château du Louvre d'une surface de 6000 m² s'est transformé au fil des siècles en un palais royal 20 fois plus grand, soit le plus vaste monument jamais construit à Paris.
Avec ses 243 000 mètres carrés de surface totale construits au fil des siècles, le Louvre regorge de chefs-d'œuvre architecturaux. À chaque période de sa construction, les bâtisseurs rivalisent de prouesses techniques pour agrandir le monument. Lorsqu'on arrive dans le bâtiment, on a l'impression que tout a été construit dès l'origine, comme on le voit aujourd'hui. Et en réalité, le résultat que nous avons sous les yeux est le fruit d'une longue évolution et souvent de transformations importantes. Quelles innovations techniques invisibles à l'œil nu ont permis aux architectes de créer cette impression d'unité? Pour le comprendre, il faut analyser les secrets de construction des bâtiments incontournables du Louvre, à commencer par une des parties les plus anciennes, la salle de réception du pavillon Lescaut. La salle des Cariatides est un bon exemple de ce qui se passe au Louvre, c'est-à-dire d'un ensemble qui paraît cohérent, homogène, magnifique et qui est en fait le résultat d'une histoire un peu plus complexe que ça. C'est une des salles les plus remarquables du Louvre de la Renaissance. Une salle de bal qui a une surface de 630 mètres carrés. Aujourd'hui encore, elle impressionne par ses dimensions hors du commun. Mais un détail vient perturber l'agencement général de l'édifice. Lorsqu'on regarde bien la voûte, on se rend compte qu'elle est supportée par des piliers. Ces piliers sont dissimulés un peu derrière des colonnes qui sont placées dans les angles. C'est le signe que ces voûtes ont été rajoutées après coup. Comment expliquer ce rajout a posteriori? La reconstitution 3D permet de comprendre l'évolution du bâtiment. On sait que le roi Henri II voulait que cette salle de réception soit la plus grande, la plus haute possible pour éblouir ses invités de marque. Les architectes de l'époque choisissent d'installer un plafond en bois. Cette voûte, on a l'impression qu'elle a toujours été là, et en fait, pas du tout. Au départ, il y avait un plafond avec des poutres. Simplement, ce plafond a été de très grande portée, puisqu'il y avait quasiment 14 mètres entre les deux murs. Il place 14 poutres de 14 mètres de long, espacées de 2,30 m, soutenues par des corbeaux pour soutenir le plafond. La salle de réception offre alors une hauteur de plafond exceptionnelle de plus de 15 mètres. Mais, quelque temps après, il montre des fragilités. Il faut imaginer qu'on a au-dessus une salle aussi qui reçoit beaucoup de monde, les courtisans sont nombreux, ça ne tient pas. Le plafond s'effondre et les bâtisseurs doivent trouver une autre solution. Ils décident de faire une voûte en pierre, surbaissée, pas très haute, mais une voûte qui va s'appuyer sur des massifs maçonnés qui vont être sur les murs. Nous voyons ici le génie des architectes français qui ont travaillé les uns à la suite des autres pour améliorer la situation. Un autre bâtiment, le plus mal connu, mais en tout point remarquable, possède des secrets architecturaux invisibles à l'œil nu. Il faut changer de point de vue pour découvrir les secrets de cet autre édifice exceptionnel et passer à l'échelle satellitaire. Avec la disparition du palais des Tuileries et la création de la pyramide comme entrée du musée, l'agencement du Louvre a été totalement modifié. Beaucoup ont oublié qu'il existait une entrée monumentale et historique au palais du Louvre. Parmi les lieux particulièrement novateurs dans l'histoire de l'architecture du Louvre, il y a ce qu'on appelle la colonnade du Louvre. C'est un bâtiment qu'on ne regarde pas beaucoup aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est l'arrière du Louvre. Mais il faut bien comprendre que du temps des rois de France, le système était totalement inverse. Il est vrai que cette grande façade, qui est vraiment remarquable, est peu connue, mais c'est un grand morceau de bravoure en termes architecturaux. Le monument a des proportions incroyables. 170 mètres de long, avec 52 colonnes en façade qui font près de 12 mètres de haut. Comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils fait pour dresser ces pierres et rendre l'ensemble architectural assez résistant? À l'époque de Louis XIV, c'est un des grands chantiers remarquables du règne, le chantier du siècle, par les prouesses techniques en termes de construction, de levage de grandes monolithes, de grandes pierres. Alors comment ont-ils réussi à réaliser une telle prouesse architecturale? Il faut prendre de la hauteur pour observer les dessous de la construction de la colonnade. L'accès aux toitures du Louvre est extrêmement rare et codifié, mais c'est le seul moyen de venir étudier l'intérieur des maçonneries. Nous sommes ici sur la partie qui est au-dessus de toute la charge qui est supportée par les colonnes, avec donc la partie côté colonne, donc juste à l'aplomb des colonnes, et la partie plutôt intérieure de la façade.
Donc ce que nous voyons ici, c'est une partie de la structure métallique qui contribue à renforcer l'ensemble de cette façade. Ce qui est toujours exceptionnel sur cette façade, c'est de l'avoir fait à une telle échelle et à cette époque-là. Les dernières technologies permettent de comprendre ce qui se cache à l'intérieur du bâtiment. La reconstitution 3D des structures révèle toute l'ampleur du défi. Il y a du métal absolument partout. Et donc, cette architecture est en quelque sorte un véritable trucage, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est que de la pierre de taille, comme dans l'Antiquité. En réalité, le fer joue un rôle absolument essentiel. La technique choisie à l'époque est celle de la pierre armée. Le fer est utilisé pour servir d'ossature aux éléments en pierre de taille pour assurer stabilité et solidité à l'ensemble de l'édifice. Le principe de la pierre armée est de venir conférer à la pierre des caractéristiques mécaniques dont elle ne dispose pas naturellement. C'est-à-dire que la pierre travaille très bien en compression, mais pas du tout en traction. Le Louvre est donc une architecture assez passionnante parce que c'est parfois une architecture un peu trompeuse. Au fond, ce que l'on regarde et ce que l'on va remarquer en premier n'est pas forcément le plus important. Le palais du Louvre cache des techniques audacieuses et innovantes à chaque période de sa construction. La dernière réalisation monumentale, la pyramide de verre, construite dans les années 90, renferme elle aussi des secrets bien gardés. La pyramide, c'est un superbe objet qui représente avant tout une audace architecturale de son concepteur. La pyramide a évidemment suscité un débat extrêmement intense au moment de sa création. C'est une forme radicalement moderne. La structure monumentale culmine à 21 mètres de hauteur. Elle est entièrement constituée de verre et d'acier et demande une surveillance toute particulière. Et pour la première fois depuis sa construction, un drone technique va scruter l'état du bâtiment. C'est une configuration de drone pour travailler dans l'industrie. Il y a pas mal de capteurs qui sont en redondance, donc il y a le problème. Alors ça, c'est une opération qu'on fait une fois par an. Historiquement, c'était fait avec des cordistes qui descendaient en rappel depuis le haut de la pyramide. Et là, c'est la première fois qu'on le fait en drone. Donc on fait des vols qui sont extrêmement proches de la pyramide. Là, on vole à 3 mètres. C'est quelque chose d'assez compliqué. On a des détecteurs d'obstacles sur le drone, mais oui, les pilotes sont habitués et formés à voler vraiment très très proche des ouvrages. On essaye de rien laisser au hasard. Et du coup, on a automatisé, là on a des trajectoires automatiques que le drone suit. Et on a un télépilote qui surveille le drone et qui est là pour un petit peu s'occuper des images et faire reculer le drone s'il arrive trop proche de la pyramide. Le drone effectue 2500 photographies par face avec un capteur de 20 mégapixels, ce qui permet d'avoir une précision de l'ordre de 0,2 mm. Un scan 3D qui permet de révéler les premiers secrets de construction de cette pyramide. Elle est composée de 603 losanges de verre, 95 tonnes d'acier, 105 tonnes d'aluminium, l'équivalent en poids d'un avion long courrier. Sa structure recouvre une surface de plus de 1000 mètres carrés. Si l'état de la couverture de la pyramide demande autant d'attention, c'est qu'elle n'est que la partie émergée d'un véritable exploit technique, qui est lui beaucoup moins visible. Le plus exceptionnel finalement de la pyramide, c'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ce qu'on voit quand on est en dessous. On a l'impression lorsqu'on circule aujourd'hui dans le carrousel qu'on est sur un jardin planté en pleine terre. En fait, pas du tout. Sur les 3/4 des espaces, il y a en fait des salles en dessous. Mais au fond, c'est un peu le sommet de l'iceberg. Il faut passer à l'échelle satellitaire pour révéler l'ampleur du défi technique. La pyramide, c'est un tout petit élément. Il ne faut pas oublier qu'on a excavé quasiment toute la cour Napoléon, plus une grande partie de l'espace du carrousel. La construction de la pyramide, voulue pour permettre d'avoir un point d'accès pour les visiteurs du musée, a aussi permis de développer toute une offre de services en sous-sol. Et donc c'est finalement une deuxième petite ville qui s'est créée en sous-sol à l'occasion de ce projet du Grand Louvre. Près de 100 000 mètres carrés de surface sont ainsi aménagés, et notamment une véritable avenue souterraine de 1,5 km de long sur 4 mètres de large, qui permet de desservir l'ensemble des ailes historiques du palais. Et le contraste est absolument frappant entre le Louvre d'aujourd'hui et le Louvre qui pouvait exister il y a 150 ans. La pyramide trône donc au-dessus d'une véritable ville souterraine construite il y a 30 ans. Elle ne représente finalement qu'une toute petite lucarne par rapport à la surface créée à l'époque. Son positionnement en plein centre de la cour Napoléon
souligne le génie des bâtisseurs du Louvre. Car au-delà de la construction du palais, c'est toute la perspective des lieux qui cache des secrets. Le Louvre est un monument unique, ancienne résidence royale démesurée, connue aujourd'hui pour être le plus grand musée du monde. Cet ensemble architectural imposant, qui s'élève en bord de Seine, est sublimé par la pyramide, un joyau architectural qui brille en son centre, point de départ d'une perspective à couper le souffle. La pyramide, l'arc du carrousel, semble s'aligner sur l'obélisque de la place de la Concorde, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et enfin l'Arche de la Défense. Soit une perspective de près de 8 km de long. Cette perspective est aujourd'hui considérée comme une des plus belles du monde. Comment les bâtisseurs ont-ils réussi un tel exploit? Quand votre regard file vers là, en fait, vous avez l'impression que l'ensemble du palais du Louvre est parfaitement symétrique et aligné, et en fait, c'est pas du tout le cas. Comment expliquer ce défaut de perspective incroyable pour un des monuments les plus emblématiques du pays? À l'échelle satellitaire, les experts ont mesuré un désaxement du Louvre de 6% par rapport à la perspective historique. Un écart tellement important qu'il ne peut s'agir d'une erreur de calcul. Alors comment expliquer cette anomalie? Cette traversée du regard, aujourd'hui, elle n'aurait pas été possible jusqu'en 1871 parce que se dressait entre les deux ailes du Louvre un palais, le palais des Tuileries. En effet, comme le géoradar nous l'a révélé, le palais des Tuileries avait des mensurations imposantes. Long de 260 mètres, il fermait entièrement le Louvre à l'ouest. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce monument emblématique de Paris. En 1871, lors de la révolte des communards contre le pouvoir en place, le palais est entièrement détruit par les flammes. Mais heureusement, certains éléments des Tuileries ont pu être sauvés. Negin Mathieu, directrice de la recherche au Louvre, et Amélie Métivier, restauratrice de pierre, nous accompagnent dans les fossés de la Grande Colonnade. Negin Mathieu est la seule à posséder la clé de cette salle voûtée. Et pour cause, cette salle renferme un trésor inestimable, conservé à l'abri des regards. Et là, on découvre le vestige du palais des Tuileries, un des palais les plus importants pour l'histoire de France et aussi pour l'histoire de l'architecture en France. Le palais des Tuileries a connu une histoire étonnante. Il a brûlé pendant plusieurs jours et les ruines sont restées plus d'une dizaine d'années. L'analyse de ces vestiges permet de percevoir la violence de l'incendie. Ici, on a la pierre qui s'est fractionnée, un peu en plaques et en arrondi. Et il semblerait que ce soit dû à la forte chaleur qu'ont subi ces pierres au moment de l'incendie des Tuileries. Même quand l'incendie s'est éteint, on ne pouvait pas l'approcher tellement la chaleur était forte autour de ces ruines. La disparition des Tuileries a donné une nouvelle cartographie au Louvre. Cet incendie a changé la face du palais du Louvre et même de la ville de Paris. On avait une cité impériale très fermée sous Napoléon et cette destruction a ouvert finalement le palais vers la ville. Si on passe à l'échelle satellitaire, on se rend compte que l'axe de l'ancien palais des Tuileries correspond parfaitement à la perspective historique de Paris. Les architectes de l'époque avaient donc imaginé la perspective en fonction du palais des Tuileries, et pas du tout par rapport au Louvre. La perspective telle qu'on la voit aujourd'hui, ce n'est donc pas celle qui a été imaginée à l'origine, puisqu'elle a été imaginée pour un palais qui n'existe plus. Et la disparition des Tuileries a permis au Louvre de se rouvrir sur la ville d'une manière exceptionnellement large, puisque la perspective permet d'emmener, de projeter en quelque sorte le Louvre très très loin dans la ville. Mais ce n'est pas la seule originalité du plan d'ensemble du palais, qui, comme on le voit à l'échelle satellitaire, est asymétrique. Ces ailes empruntent deux axes différents qui ne sont pas parallèles. D'un côté, la grande galerie qui suit le cours de la Seine, et de l'autre, l'aile Richelieu qui doit s'adapter au tracé des rues de Paris. Résultat, le plan du Louvre est irrégulier. Comment faire pour corriger cette anomalie? Les architectes ont eu recours à un subterfuge simple mais efficace. C'est le grand travail des architectes du 19e siècle qui vont être obsédés par l'idée de nous faire croire que tout est régulier. Et donc, la solution qu'ils vont trouver pour répondre à ce problème, c'est de créer des cours de service
dans lesquelles on n'est pas trop censé aller, qu'on n'est pas trop censé voir. Les cours qui sont situées dans les parties côté Seine, elles sont parfaitement rectangulaires, alors que les cours qui se situent entre la partie gauche de la pyramide et la rue de Rivoli, elles ont une forme trapézoïdale. Donc on n'en a pas conscience quand on est autour de la pyramide ou quand on aborde le domaine par ici. Mais en fait, c'est une astuce assez géniale et il faut vraiment avoir l'œil très aiguisé pour s'en rendre compte. L'erreur de symétrie est ainsi corrigée lorsque l'on se trouve au centre du Louvre. Un coup de génie des architectes de l'époque. De nombreux exploits techniques et architecturaux émaillent la construction du palais. Mais alors que l'édifice est pratiquement achevé, le Louvre va connaître une nouvelle métamorphose. Il est connu aujourd'hui comme le plus grand musée de la planète. La Joconde, les Noces de Cana, des œuvres inestimables y sont admirées par plus de 10 millions de visiteurs chaque année. Au XVIIIe siècle, quand on décide de transformer le palais en musée, les salles sont petites et sombres, uniquement réservées à l'usage du roi et de sa cour. Parmi les métamorphoses très importantes du Louvre, il y a la transformation d'une résidence royale en musée. La création du musée date de 1793, mais c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle que le Palais Royal devient un musée. Et on se pose alors la question de l'éclairage pour pouvoir présenter les œuvres au public. Comment faire pour modifier radicalement l'usage de ces bâtiments? Comment métamorphoser une résidence royale en un des plus grands musées jamais construits, capable d'accueillir des œuvres d'art inestimables et des millions de visiteurs? L'histoire du Louvre, c'est une véritable histoire de l'innovation architecturale en Europe. Pour le comprendre, il faut changer de point de vue. Car lorsqu'on est au pied du Louvre, rien ne permet de révéler sa transformation de palais royal en musée. Grâce à l'image satellite, le point de vue sur le Louvre est radicalement différent. Et on observe que toutes les toitures sont percées. Des verrières recouvrent la plupart des toitures du musée. Comment et pourquoi a-t-on créé ces ouvertures? Alors nous voici sous les toits du Louvre, sous une charpente et une verrière moderne puisqu'elle est électrifiée. Mais un petit peu plus loin, on peut voir des charpentes, des verrières plus anciennes du 19e siècle. On estime que la meilleure lumière, c'est celle qui va venir du plafond, parce qu'elle va éviter les reflets, parce qu'elle va être particulièrement égale. Et donc, on va commencer à avoir cette idée quand même très originale de faire des trous dans le plafond. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on a à côté de la charpente en bois, la charpente métallique, une verrière de premier jour, mais aussi un oculus qui permet un éclairage de second jour dans la salle qui est sous nos pieds. Les verrières vont en effet apporter un éclairage zénital qui va révolutionner la conception des musées dans le monde à la fin du 19e siècle. À l'échelle macroscopique, on se rend compte que les charpentes sont entièrement construites en métal pour supporter les verrières de plus en plus importantes. Comme on le voit ici au sommet du pavillon Daru, un des plus hauts du Louvre. Il éclaire un escalier monumental. Cette charpente métallique est caractéristique par son travail des différentes charpentes mises en œuvre dans de nombreuses salles du Louvre pour un éclairage zénital, notamment sous le Second Empire. 10 000 mètres carrés de verrières sont ainsi créés à cette époque. Mais comment est née cette idée révolutionnaire de percer les toitures et d'élaborer des charpentes métalliques? L'analyse de certaines structures a permis de découvrir que c'est au Louvre que tout a commencé. En effet, lorsqu'on passe à l'image satellite, on remarque une verrière atypique, aujourd'hui inaccessible par l'intérieur du monument. La reconstitution de cette charpente en 3 dimensions permet de découvrir cette structure historique. La charpente du salon carré mesure 23 mètres sur 15. Elle supporte une verrière centrale de 13 mètres sur 5 et représente à elle seule 16 tonnes de fer forgé. La verrière du salon carré, c'est une vraie originalité, c'est une nouveauté dont on s'est rendu compte finalement assez récemment. L'analyse de la structure de la charpente métallique, comparée à des documents anciens, permet aux experts d'affirmer aujourd'hui que c'est la plus ancienne du monde encore en place, construite pendant la Révolution, un vrai symbole. La charpente métallique du salon carré a été créée vraiment en 1789. C'est d'ailleurs assez émouvant parce qu'on voit que les ouvriers sont en train de travailler au mois d'août, donc quasiment pendant que
Il y a toute cette agitation dans Paris pendant qu'on prend la Bastille. On continue à travailler sur cette charpente du salon carré. Le choix d'utiliser du fer forgé pour ces charpentes est une réelle innovation technique à l'époque. On est obsédé par la question de l'incendie. Comment protéger les œuvres de l'incendie? Il n'y a qu'une seule solution, il faut bannir totalement le bois. Et donc, au Louvre, on va tester parmi les premières charpentes métalliques qui existent en France. Cette charpente du salon carré est donc un des premiers prototypes de verrière à structure métallique. Un concept novateur qui va inspirer les musées du monde entier. Malgré le gigantisme de certaines salles, comme la Grande Galerie ou la salle des Cariatides, il manque des espaces au musée, notamment pour accueillir des statues monumentales. Pour comprendre comment les architectes ont trouvé la solution, il faut passer à l'échelle satellitaire. Dans les années 90, l'idée leur vient de couvrir les cours de service pour en faire d'immenses espaces d'exposition. Alors là, on est sur une couverture effectivement beaucoup plus contemporaine puisque réalisée à l'époque des travaux du Grand Louvre, donc dans les années 1990. C'est un exploit technique d'avoir pu couvrir cette toiture de par les dimensions qu'elle représente. Grâce aux techniques de modélisation 3D, on peut aujourd'hui observer en détail cette structure métallique légère, composée de tubes en acier de 14 cm de diamètre, sous-tendus par un réseau de câbles en inox rayonnant. On est sur une dimension de 60 mètres par 40, donc un peu plus de 2000 mètres carrés. C'est un exploit également parce que finalement les murs de cette cour ne sont pas parallèles entre eux. C'est-à-dire que la couverture que vous avez au-dessus de vous doit permettre de gommer ces éléments de parallélisme. Dernier défi, elle doit être invisible depuis le sol, afin de respecter la cohérence architecturale de la rue de Rivoli, au centre de Paris. Le problème de l'éclairage étant résolu, il reste pourtant un autre défi à relever. Dans un musée, la partie exposée n'est qu'une portion infime de ce qui s'y trouve. Pour 1 mètre carré destiné à la présentation des œuvres, il faut au moins le double en infrastructure invisible. Un musée a besoin de réserves, de laboratoires, de bureaux, d'ateliers. Or, rien de tout cela n'existe au Louvre à l'époque. Il faut donc creuser des galeries souterraines. À chaque fois qu'on creuse, on trouve des vestiges et une histoire qui est à découvrir. Negin Mathieu nous fait découvrir les premiers sous-sols créés au Louvre. Cette ville souterraine a été construite à la fin du 19e siècle pour permettre au musée de fonctionner convenablement. Ici, nous sommes dans les souterrains du Louvre. Nous sommes sous la salle de la Vénus de Milo. Nous sommes sous le Vieux Louvre, l'une des parties les plus anciennes, dans ce labyrinthe de couloirs, d'espaces qui ont servi de stockage, d'aménagement, d'organisation et qui soutiennent vraiment le musée. Dans ce dédale de couloirs secrets, certains espaces ont été abandonnés, oubliés. Se promener au Louvre, c'est aussi découvrir des espaces cachés, des espaces qui sont des fragments d'histoire. On longe cette enceinte de Philippe Auguste et on tombe face à un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ici, on a creusé un abri anti-aérien. Ces souterrains historiques sont la preuve qu'il y a toujours des lieux méconnus à redécouvrir. On peut à chaque fois trouver de nouvelles choses. À chaque fois qu'on a construit, à chaque fois, on est tombé sur des vestiges plus anciens. On a creusé, on est tombé sur des fouilles. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut, sans détruire, sans fouiller, on peut découvrir des vestiges plus anciens. L'étude des sous-sols du Louvre permet d'entrevoir toutes les strates de l'histoire de la construction du monument. Une mosaïque de techniques qui font des dessous du Louvre un assemblage de matériaux hétérogènes. Le Louvre, ce colosse de pierre en plein cœur de Paris, vu de l'extérieur, semble inébranlable. Pourtant, il a montré très tôt des signes de fragilité, notamment la Grande Galerie, longue de 460 mètres, construite en bord de Seine. Il faut se rappeler qu'une partie de cette galerie s'était effondrée au XIXe siècle, après des mouvements très considérables, puisqu'il y a des relevés qui avaient montré que les murs en partie haute avaient bougé de plus de 60 cm par rapport à leur position d'origine. Le musée du Louvre est-il un colosse aux pieds d'argile? Dans quel état est la structure du monument? Certains bâtiments renferment des décors peints ou sculptés inestimables, que le moindre mouvement de maçonnerie pourrait endommager.
J'ai souvent tendance à penser que le palais, finalement, est la première œuvre d'art qui est présentée aux visiteurs quand il arrive sur le site. Ce bâtiment nécessite une présence permanente dans un bâtiment comme le Louvre. Le but, c'est effectivement de prévenir l'incident éventuel. Donc oui, la place au doute doit rester la plus tenue possible. Quand l'œil humain ne suffit plus pour surveiller cet ensemble architectural de plus de 270 000 m², il faut faire appel aux dernières technologies pour exécuter un diagnostic très précis du monument. Une des méthodes d'investigation les plus récentes, c'est la photogrammétrie, utilisée aujourd'hui sur une des parties les plus anciennes et des plus précieuses du Louvre, la galerie d'Apollon, construite au XVIIe siècle et perpendiculaire à la Seine. Là, on va faire une couverture photo donc, des murs de la salle Apollon. C'est une perche télescopique en carbone qui permet de monter un appareil photo jusqu'à environ 12-13 mètres. Donc on va couvrir, on va faire une photo là, tous les 50 cm pour pouvoir faire derrière une modélisation 3D. La photogrammétrie permet une reconstitution 3D extrêmement précise de la réalité. Elle apporte un éclairage nouveau sur les éléments d'architecture et de décoration. On utilise beaucoup la photogrammétrie parce que justement on a l'image. Et donc on a une archive visuelle. Et en plus, en photogrammétrie, maintenant, on a une archive géométrique aussi. On a le modèle 3D, donc on peut sortir des coupes, des sections, qu'elles soient horizontales, verticales, et avoir toutes les formes presque au millimètre. Cette cartographie 3D du Louvre permet donc de révéler de manière très précise l'évolution des structures du bâti ancien et déceler les moindres mouvements de structure. Et par endroits, des fissures importantes voient le jour. À se demander dans quel état sont les fondations du Louvre. Les fondations étaient pour certaines très peu connues. On ne savait pas à quelle profondeur elles étaient assises. Les fondations sont par définition inaccessibles, enfouies à plusieurs mètres de profondeur sous l'édifice. Mais aujourd'hui, la science et la technologie permettent de déceler l'invisible et sonder l'impénétrable. Ce qui est aujourd'hui intéressant avec des technologies modernes, de radar, de sondage, ça permet vraiment, tout en étant non destructif, d'aller investiguer sur des fondations, sur des piliers, sur des murs pour comprendre la structure. Un projet exceptionnel va donner l'occasion aux ingénieurs d'ausculter les dessous du palais. Grâce à de nouvelles techniques de construction, ils vont pouvoir creuser sous la cour Visconti en plein cœur du musée et sous une partie de la grande galerie pour créer de nouvelles salles d'exposition. Le défi technique de ce projet, c'est de creuser à 15 mètres de profondeur au ras des façades, avec un risque d'affaissement des piliers qui sont autour de la cour et qui supportent les galeries périphériques à la cour Visconti. Ici, la Joconde, la cour Visconti, juste derrière. C'est complètement fou. Personne n'y croyait au départ. Creuser aussi proche des collections patrimoniales et d'une œuvre aussi importante que la Joconde, avec toutes les contraintes techniques que ça peut occasionner, c'était complètement fou. Les travaux sont pourtant lancés. Lors de ce chantier exceptionnel, les dernières technologies connues sont utilisées pour scanner le sol à plusieurs mètres de profondeur et examiner l'état des fondations. Les scientifiques ne veulent prendre aucun risque pour creuser sous le Louvre, un des bâtiments les plus renommés du monde. C'est précieux, c'est fragile, donc à partir de là, il faut s'adapter à ce contexte. Et donc, on a choisi une méthode non destructive, on parle de méthode radar, qui permet déjà d'apporter un certain nombre de renseignements qualitatifs sur la constitution des matériaux, des structures. On voit vraiment ce qu'il y a en dessous. Alors après, la difficulté du radar, c'est qu'en fait, on voit des choses, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Après l'analyse de ces relevés radars, un carottage ciblé est donc effectué à des points stratégiques du Louvre. Des carottes de plusieurs mètres pour sonder le sous-sol de Paris. Première révélation, ces fondations sont beaucoup moins profondes que prévu. Un bâtiment en pierre de cette hauteur nécessite habituellement des fondations de 3 à 6 mètres de profondeur. On ne pensait pas du tout découvrir que les fondations étaient dans une assise quasiment superficielle. 2 mètres, c'est la hauteur, 3,80 m et 2 mètres pour certains, c'est quasiment la hauteur d'un homme. Aujourd'hui, pour nous, c'est complètement inconcevable d'imaginer qu'on puisse faire un bâtiment qui serait amené à bouger et éventuellement à s'effondrer. Et donc ce risque était en quelque sorte probablement assumé à la Renaissance. Mais pour connaître l'état exact des fondations, il faut pousser plus loin les investigations, changer d'échelle et entrer dans la matière de la pierre grâce au microscope électronique. Le Louvre est là.
Donc entre les mains, on a des échantillons qui proviennent des fondations de la cour Visconti du Louvre. Direction le laboratoire d'études et de recherche sur matériaux à Arles. Ces fragments tirés du carottage des sous-sols du Louvre vont être scrutés à l'échelle microscopique pour déterminer leur nature et leur solidité. Ces matériaux prélevés, on va les faire parler, on va les qualifier, on va identifier la pierre, la caractériser, sa capacité portante, donc en fait sa résistance à résister à un écrasement, à un poinçonnement par le poids des structures. Le microscope électronique consiste à soumettre un objet à un bombardement d'électrons, l'électron étant la plus petite des particules d'un atome. Cet objet est placé dans une chambre sous vide, et sous l'effet de la projection d'électrons, une image électronique va se reconstituer, permettant de voir dans la matière, avec une très haute résolution. Les grossissements usuels sont de quelques centaines de fois à plusieurs milliers de fois, ce sont les plages les plus communes. Après, dans l'absolu, on peut aller beaucoup plus haut, on peut monter jusqu'à 300 000 fois. Cette étude microscopique permet de déceler des altérations éventuelles qui se trouvent en plein cœur de la pierre et qui sont complètement invisibles à l'œil nu. Ces techniques-là d'exploration, la microscopie électronique, c'est un incontournable pour mettre en évidence les pathologies. Et là, surprise. Deuxième révélation sur les fondations du Louvre. Les équipes du laboratoire de recherche découvrent que le béton situé sous les fondations en pierre est endommagé. La pierre en elle-même était plutôt dans un état satisfaisant, comme tout bon calcaire parisien. C'est plutôt les dalles béton avoisinantes. À l'époque, le béton était sans doute encore très mal maîtrisé. C'est pas le béton moderne qu'on connaît, très compact, très fermé. Là, on avait affaire à un matériau poreux. C'est un peu la double peine pour le Louvre. Les investigations révèlent que non seulement les fondations sont extrêmement fines, mais que les matériaux utilisés à l'époque ont perdu de leur résistance. Le Louvre est nécessairement un colosse au pied d'argile du point de vue de sa localisation. Il est en bordure de Seine, il est donc bâti sur du sable. Les berges de la Seine sont donc particulièrement meubles. Et les infiltrations d'eau dues aux intempéries et aux crues de la Seine fragilisent les bétons anciens et mettent en danger certains bâtiments historiques. Face à ces révélations, les ingénieurs doivent impérativement trouver une solution pour consolider les fondations et sécuriser cette partie du musée. Maintenant, on a des techniques extrêmement sophistiquées pour créer des fondations qui n'existaient absolument pas autrefois. Et notamment, on peut durcir en quelque sorte le sol. C'est la technique du jet grouting qui est finalement retenue. Le jet grouting, c'est une technique d'injection de ciment sous pression. On vient forer le sol jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pour ensuite projeter un ciment autodurcissant en remontant. Des centaines de colonnes souterraines viennent ainsi consolider le sous-sol érodé de la cour Visconti. Tout ça sont des techniques modernes qui assurent une très bonne stabilité aux parties les plus récentes du Louvre. Par contre, pour les plus anciennes, évidemment, les techniques étaient plus sommaires et quelque part une part de risque demeure. Une des structures les plus récentes peut elle aussi montrer des signes de fragilité. 30 ans, c'est l'âge, disons, des premières rides. On ne s'attend pas à découvrir des pathologies gravissimes. Il faut bien, de temps en temps, marquer un état zéro de l'ouvrage et pouvoir faire un bilan et définir exactement les travaux nécessaires pour sa rénovation et sa conservation dans le temps. La pyramide du Louvre est un joyau architectural. Une immense verrière de 2000 m², soutenue par une toile d'araignée en inox. Quand vous réalisez un ouvrage de ce type, vous réalisez en fait une très grande serre. Et donc, vous avez des phénomènes de dilatation thermique très importants parce que la structure de la pyramide est exposée à des températures de 60-70 degrés l'été. Donc, nécessairement, les variations de température génèrent des variations dimensionnelles et la structure travaille. Pour étudier le comportement de cette structure monumentale, seule une technologie de pointe peut mesurer si la pyramide subit des mouvements trop importants. Il faut attendre le cœur de la nuit pour lancer les mesures précises de lasergrammétrie, une technique qui fait appel à un scanner laser. Ça s'appelle un scanner 3D, et donc ça va complètement numériser la pyramide. Le laser, il prend à peu près 1 million de points à la seconde. Il scanne une ligne continuellement, et il tourne sur lui-même au fur et à mesure, et donc on va avoir un nuage de points de la pyramide en 3 dimensions. La pyramide, typiquement ici, entre le jour et la nuit, elle se déforme beaucoup. Surtout le jour, il y a le soleil qui vient taper alternativement sur un peu chacune des faces, de l'est à l'ouest. On fait les mesures la nuit, qu'on puisse mesurer quelque chose qui n'est pas en train de bouger.
Cette modélisation 3D révèle que les éléments structurels de la pyramide subissent des déformations qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centimètres dans une seule journée. Mais les mesures révèlent aussi que depuis sa construction, la pyramide a subi un mouvement général notable. Depuis 1989, elle s'est tassée de quelques millimètres au niveau de la base, ce qui fait que toute la structure est un tout petit peu descendue de quelques millimètres. Voilà, c'est des choses qu'on suit parce qu'on est sur une dalle qui est immense avec des énormes porte-à-faux. Donc il faut suivre ces paramètres. Construit sur 8 siècles, le Louvre fait l'objet d'attentions toutes particulières. Des fondations les plus anciennes aux structures les plus récentes, les dernières technologies connues permettent d'étudier et de protéger le monument lui-même, ce que beaucoup considèrent comme le véritable chef-d'œuvre du musée. Le Louvre est donc un théâtre d'expérimentation permanent. Jusqu'à aujourd'hui, les architectes tentent des choses, trouvent des solutions, expérimentent et ont de grandes réussites. Le Louvre, ce palais des rois en plein cœur de Paris, est un condensé d'innovation architecturale unique au monde. Le Louvre est un lieu d'excellence, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a voulu fournir ce que l'on pensait être le meilleur, quitte d'ailleurs à faire table rase de ce qui a précédé. 8 siècles d'audace technique qui ont métamorphosé le château fort du début en plus grand musée de la planète aujourd'hui. Le Louvre a toujours été le théâtre d'expérimentation, d'innovation technique et architecturale, depuis le Louvre médiéval jusqu'à la pyramide de Paye, qui est au milieu de la cour Napoléon. Le Louvre est une ville-musée, une structure vivante avec plus de 2000 employés qui travaillent chaque jour, sans compter les 25 000 visiteurs qui viennent quotidiennement admirer ses œuvres d'art. Une immense machinerie impossible à arrêter. Explorer ses fondations ou ausculter ses maçonneries devient un véritable défi que les nouveaux outils d'investigation vont permettre de relever. Les moyens, aujourd'hui, permettent de ne pas détruire, de ne pas reconstruire, mais permettent de découvrir des restes cachés, encore cachés, par des méthodes non immersives qui permettent de découvrir encore des histoires à raconter. De nouvelles technologies qui soulèvent aussi de nouvelles interrogations sur un monument que les historiens pensaient bien connaître. Les nouvelles technologies révéleront nécessairement des réponses et des secrets. Les sondages des sous-sols des Tuileries vont révéler la nature exacte des vestiges. Et qui sait, découvrir de nouvelles salles oubliées, comme les cuisines ou les caves du palais des Tuileries, aujourd'hui disparues. Des fois, on découvre des choses qui n'ont pas été vues depuis 200-300 ans, quand on trouve une pièce, une cache, et c'est assez excitant. C'est un métier pour lequel on a des appareils qui sont presque des jouets et qui nous permet de retrouver un peu une âme d'enfant quand on trouve des résultats passionnants, quoi. Le chantier est encore immense, à l'image de la taille du monument dont il reste des pans entiers à ausculter. Le Louvre, c'est un monument, un musée extraordinaire. C'est un millefeuille historique qui s'est construit au fur et à mesure, les uns par rapport aux autres, les uns grâce aux autres. Un colosse aux pieds d'argile. Un véritable chef-d'œuvre architectural dont la conception a souvent été en avance sur son temps. Il y a eu quelques premières mondiales au Louvre et notre souhait c'est qu'il y en ait d'autres. La pyramide est également un bel exemple. Finalement on est sur un palais vieux de 8 siècles qui continue d'innover en permanence.